Bonjour, petite vidéo sur la violence. J'ai déjà tellement écrit dessus que je vais finir par croire que c'est mon sujet de prédilection. Mais l'actualité est quand même marquée de pas mal de cas. Je vais commencer par dire que lorsque les professionnels de la santé mentale font de la prévention ou lancent des signaux d'alarme, ils sont méprisés, moqués. Et par contre, quand ces actes de violence font l'affaire des médias, là, on demande leur avis. Donc, je vais donner le mien. Il s'agit de 6 pages Word, donc je vais lire, je pense que ça sera plus simple. Je disais que l'actualité a été marquée quand même par de nombreux cas. Donc un jeune de 13 ans qui a été assassiné, un autre de 14 ans qui poignarde à mort une assistante d'éducation, un jeune de 7 ans qui se vante en disant qu'il voulait tuer ses camarades et qui se ramène avec un couteau à l'école, un autre ganté qui menace devant le regard d'autres élèves de tuer un autre jeune, enfin qui menace au couteau un autre jeune, des abus sexuels aussi qui sont commis par des enfants sur des enfants. Donc c'est assez grave et que dire de plus. Pour rappel, l'être humain est l'espèce la plus fragile à la naissance et même après. Il doit attendre plusieurs mois avant de pouvoir marcher, courir et des années pour préparer sa nourriture seul. En plus de divers apprentissages qu'il doit faire, et contrairement aux autres espèces, il a besoin de modèles d'identification pour asseoir sa personnalité et son identité. L'enfant est immature par nature, vulnérable et influençable. De bonnes assises narcissiques acquises par la satisfaction de ses besoins en matière de sécurité, d'amour, de reconnaissance et bâties par un cadre cohérent, juste et structurant lui assurent un développement physique et psychique de qualité. Il a besoin de l'extérieur pour répondre aux questions existentielles et fondamentales au développement de son être, laissé en suspens à l'intérieur de lui. Quand son environnement est malade, l'enfant est le premier à emporter les symptômes. Un enfant éduqué dans la toute-puissance, dans l'insécurité, dans la violence, dans la terreur, grandira avec un appareil psychique endommagé et parfois complètement meurtri si aucun étayage ne lui est proposé le plus précocement possible. À cet enfant, il lui restera qu'une extrême vulnérabilité des capacités intellectuelles faibles qu'il compensera par une attitude agressive, voire violente. La violence vient comme tentative ultime pour protéger le psychisme traumatisé, fragile, immature, manipulable, défaillant, et pour, par la même occasion, masquer l'incapacité à raisonner et à mentaliser. Sans prise de conscience et sans la possibilité d'apprendre à faire autrement, cet enfant pourra devenir un adulte en quête d'un semblant de structure, de reconnaissance ou de contenance à travers des conduites violentes, addictives ou mortifères faisant écho à l'agonie de son âme. Alors, j'accuse les parents qui balayent avec mépris leur rôle de guide auprès de leur enfant. Pouvoir donner la vie et élever un enfant est un cadeau inestimable. Éduquer un enfant, c'est l'élever à des niveaux supérieurs de conscience. Conscience de soi, conscience de ses limites, de ses capacités, conscience de l'autre, de ses responsabilités. Éduquer, ce n'est pas apprécier le calme en laissant un écran siphonner le cerveau de son enfant. Ce n'est pas tout lui donner. Refuser qu'il soit confronté au non, ce n'est pas lui donner des coups à la place des mots qui ne sont jamais venus pour prévenir ou expliquer. Éduquer un enfant, ce n'est pas éduquer un adulte. Chacun sa place, son âge, ses sujets de conversation, ses droits et ses devoirs, chacun sa tenue vestimentaire. Il y a une différence entre s'habiller à 25 ans et s'habiller à 14 ans. Il y a beaucoup trop d'enfants dans des tenues d'adultes, dans des corps d'adultes qui deviennent des adultes avec un cerveau d'enfant. Ce n'est pas non plus vomir sur l'État quand on refuse de prendre ses responsabilités en tant que parent et quand le mal a été fait. L'État a énormément de choses à se reprocher, mais l'État n'était pas là quand votre enfant a été conçu, quand vous l'avez attendu, fait naître, quand vous avez pleuré en cachette ou explosé de joie quand vous l'avez vu sourire pour la première fois, dire ses premiers mots, marcher quand vous avez ressenti de la fierté de le voir lors d'une prestation quelconque ou autre. Ce n'est pas non plus l'État qui lui lit des histoires le soir, qui lui explique la vie, la différence entre le bien et le mal, les conséquences de ses actes, qui lui apprend le respect, la bienveillance, etc. L'État ne m'empêchera jamais d'éduquer mon enfant. Jamais je ne laisserai l'État défaire ce que j'ai mis du temps à construire pour le bien-être de mon enfant. Donc non, l'État ne vous empêche pas d'éduquer votre enfant. Ceux qui le disent confondent malheureusement encore éducation et violence. J'accuse les réseaux sociaux, bien entendu, et singulièrement la tentation
qu'ils créent. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, c'est pour dire à quel point le monde a évolué en peu de temps, nous étions manipulés plusieurs fois par jour par la publicité affichée ou à la télévision. Aujourd'hui, nous le sommes constamment avec les réseaux sociaux. Par le biais des réseaux sociaux, nous sommes sans arrêt séduits, exposés à l'envie, tout semble facilement accessible. Consommer des produits, des programmes, des voyages et même le sexe, tout ce qui peut provoquer du désir chez nous est utilisé pour avoir notre attention, notre satisfaction, notre adhésion ou notre fidélité, voire notre dépendance. Tout est fait pour créer de la frustration et donc de la violence. Ce qui nous influence, sans que nous en ayons conscience, fait intrusion dans notre psychisme et donc dans notre comportement de manière insidieuse. Nous nous laissons influencer, nous changeons, nos besoins se modifient, nos centres d'intérêt également, sans que nous en ayons conscience, sans que nous soyons à l'initiative de ces changements. Et tout ce qui se fait sans notre total consentement constitue une violence et un terreau pour la violence. J'accuse les réseaux sociaux aussi pour leur facilité à devenir des moyens de diffusion. Comme si la mondialisation ne suffisait pas, nous voilà confrontés à des phénomènes de mode qui, en plus d'influencer, fabriquent la pensée unique. Le langage, des actes répétés, des vidéos pour faire le buzz, tout est bon pour obtenir des vues, des partages, et il n'y a pas mieux que ce qui choque, ce qui fait du bruit, ce qui fait peur, enfin finalement ce qui stimule les émotions et la sécrétion d'hormones dont nous sommes friands, c'est-à-dire la peur, la colère, la dopamine, l'adrénaline. Les réseaux sociaux sont devenus des terrains de jeu pour ces jeunes immatures, conditionnés, qui cherchent du contenu presque quotidiennement pour nourrir le public. Et rien de mieux que la violence pour ça. J'accuse les réseaux sociaux encore pour leur faculté à diffuser le faux. Les jeunes sidèrent les professionnels de la santé mentale par leur grande propension à fabuler, et ce de plus en plus tôt. Ouais, c'est grave. Les filtres, les professionnels à la recherche, les faux professionnels à la recherche d'âme en peine pour obtenir leur adhésion ou pour légitimer leurs troubles, les montages qu'on y trouve, le faux bonheur exposé, les fausses vies, bref, le vrai n'est plus important tant que les autres croient en ce que l'on montre. La réalité n'a jamais été aussi peu certaine. La fierté, le mérite ne sont plus des valeurs recherchées, tant que l'on peut se satisfaire de séduire l'autre. Se soigner non plus n'est pas une priorité, tant que l'on peut vivre au crochet des likes. Le faux, le virtuel, crée une brèche dans la réalité, et avoir un rapport à la réalité adapté était à l'époque un signe d'adaptation, de bonne santé mentale. Aujourd'hui, la norme semble se résumer à mentir, à déformer la réalité, banaliser et exhiber ses troubles mentaux. Comment créer de la pathologie mentale et de la violence par la même occasion? J'accuse les chansons, les jeux ou les films qu'écoutent ou que regardent les enfants qui se faufilent doucement dans leur cerveau comme un ver le ferait pour manger une pomme de l'intérieur. Attention. Bien souvent, ils ne sont pas adaptés à un jeune public, mais les enfants y ont accès et parfois avec la complicité des parents. Ces films ou ces chansons qui font l'apologie de la violence physique et psychologique, qui appellent au mépris de l'autre, au mépris du sacré, comme la vie, la sexualité, qui vantent la consommation de produits illicites et addictifs, comme le ferait un prisonnier qui encouragerait ses camarades à le rejoindre pris au piège derrière les barreaux. On dit que la musique adoucit les mœurs, elle pourrait aussi les déchaîner. La musique agit en effet comme un mantra dont les paroles prennent place dans notre programmation cérébrale. Alors oui, ce que l'on écoute, ce que nous regardons, agit sur notre comportement. J'accuse la gestion de la crise sanitaire, bien entendu, il fallait que je le dise. Les jeunes qui posent des actes graves aujourd'hui étaient ceux qui ont été culpabilisés de pouvoir donner la mort en silence à leurs grands-parents ou à leurs parents fragiles. Ce sont ceux qui ont été soumis à l'effroi, à l'anxiété générale, à l'angoisse de mort, qui ont été exposés à des morceaux de visage ne laissant percevoir des émotions. Ils étaient baignés par l'angoisse de leur famille à chaque sortie essentielle selon la définition de l'État et privés de sorties essentielles à leurs besoins, c'est-à-dire voir du monde, pratiquer une activité physique en club, prendre l'air en pleine nature, socialiser avec leurs camarades.
Ce sont ceux qui ont été torturés au même titre que leurs familles, soumis à des injonctions contradictoires, marchés à la carotte, confrontés à l'effroi, à l'intérieur et à l'extérieur de chez eux. Ce sont ceux à qui on a dit que l'autre représentait un danger de mort. J'accuse la société, bien entendu, pour manipuler l'être humain à sa guise et en faire un instrument de consommation. Il faut supprimer les notions de sagesse, d'empathie, de conscience. Pour cela, il faut exposer l'humain à l'effroi quasi quotidiennement pour changer la structuration de son cerveau. Il faut modifier ses besoins, le distraire par la nouvelle technologie, toujours plus sophistiquée, qui le fera douter de ses propres capacités. En fait, il faut le rendre vulnérable et addict. Il faut le stresser, l'éloigner de lui-même et des autres par le travail intensif. Il faut supprimer l'amour pour plonger l'humain dans la haine, supprimer l'être pour l'avoir. Créer de l'individuel. On a quand même pas mal de familles monoparentales. Ça pose effectivement un petit problème. Donc créer de l'individuel là où il fallait un village pour éduquer un enfant. Et quel individuel? Un individuel écrasé par le poids du quotidien à gérer et un individuel qui est de plus en plus méfiant. Tenter de se substituer aux parents en créant l'éducation nationale à la place de l'instruction nationale. D'ailleurs, une petite parenthèse, je pense à ces jeunes sous la responsabilité du conseil départemental qui fuguent des foyers d'accueil pour se retrouver dans des squats à vendre des produits stupéfiants ou à vendre leur corps. N'apporter aucune solution, c'est être d'accord, c'est être complice. Je pense à ce gendarme, la loi, ayant dit à une mère recherchant sa fille en fugue, quand elle aura fini de se faire culbuter, elle va rentrer. J'accuse les lobbies de nous empoisonner à travers ce qu'on ingère, pensant nous nourrir ou nous soigner. Les produits souvent saturés en sucre, en édulcorants pour ne citer que, responsables de cancer, de troubles de l'attention, d'augmentation de comportements agressifs, entre autres. En réalité, nous sommes drogués, nos fonctions cognitives et nos hormones, la dopamine, la sérotonine, sont perturbées. Notre microbiote responsable en partie de notre personnalité et de notre comportement est endommagé. J'accuse aussi les lobbies, s'attaquant à l'humanité, au plus intime de l'humanité, à son sexe, à son genre. Créer du doute au plus profond de l'être, du non-sens, de l'irréel, du satisfait ou remboursé, tel un produit que l'on achète, auquel on s'identifie, c'est créer du désastre. Et d'ailleurs, déshumaniser pour faire de l'homme un produit, un robot, un programme nécessitant une mise à jour constante en s'adressant au grand Dieu ChatGPT pour devenir une meilleure version de lui-même ou un jeu 2.0. À l'homme dont l'identité, l'instinct, l'intelligence et la conscience ont été piétinés, il ne reste que des procédés archaïques et des comportements primitifs guidés par des pulsions destructrices de Thanatos. Tout a été suffisamment détruit pour qu'il ne reste à l'humain que le néant comme source d'identification. Et on se pose encore la question, pourquoi autant de violence ?